Salut à toi, je suis trop content de te retrouver pour cet épisode qui a un goût un petit peu particulier puisque c'est un épisode en partenariat avec les maisons d'édition, la maison d'édition Prochain Chapitre. Et comme tu as pu le vivre déjà sur la chaîne, nous avons déjà reçu un certain nombre d'auteurs et d'autrices formidables sur des sujets qui sont pas trop éloignés finalement de nos thématiques habituelles d'investir, de réussite, de business, d'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance, l'immense chance de recevoir Camille Capdeville. Bonjour Camille, Bonjour Romain, tu vas bien? ça va et toi? Mais écoute, je suis ravi de te recevoir. En plus, là, c'est tout frais puisque tu as fait ta soirée de lancement hier. Donc déjà, je tenais à te féliciter. On en reparlera sûrement un petit peu, mais c'est vrai que les phases d'écriture et tout, c'est vraiment une aventure très éprouvante pour vous. Donc merci en tout cas d'avoir l'énergie de faire cette interview aujourd'hui. Alors, je vais pas mettre trop de transition, en fait, on va rentrer dans le vif tout de suite et le but, c'est qu'on parle de ton ouvrage, donc je le montre bien à la caméra, Échec, programmé, donc il est, sous-intitulé «Pourquoi vos transformations échouent et comment les réussir sans épuiser vos équipes». Donc c'est un sujet hyper intéressant, surtout je suppose dans l'époque actuelle. Ce que je te propose Camille, peut-être, c'est de te présenter, en fait, de qui tu es, ton histoire, ce qui t'a peut-être amené au livre aujourd'hui et puis après, on attaque. Ça te Ça va? marche. Donc Camille Capdeville, effectivement, ça fait un petit peu plus de 20 ans maintenant que j'accompagne les transformations, en entreprise. Je travaille dans un cabinet de conseil et je dirige toute l'entité qui, porte l'expertise d'accompagnement au changement, justement. Trop bien et donc du coup, en fait, tu as toujours été dans le changement ou tu as eu une phase avant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans le changement? C'était quoi tes moteurs, Oui. En fait, j'ai toujours accompagné les transformations des entreprises au sens large. Ouais. Donc, j'ai été à un moment donné très portée sur, la revue des processus en entreprise, comment les optimiser. J'ai ensuite fait beaucoup de transformations digitales. Mmh. Quel outil, pour quel sujet, pour optimiser la performance, de l'entreprise. OK. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, l'humain était totalement laissé de côté. Oui. Et à chaque fin de mission, j'avais ce petit goût amer de me dire: «Mais je suis pas certaine qu'on ait, vraiment réussi et que ce soit un franc succès». Tout est déployé, tu vois? On a effectivement déployé la transformation, mais j'ai comme un doute sur le fait qu'il y ait une vraie adoption des changements induits par les transformations qu'on a mis en œuvre. OK. Donc je me suis demandé, comment faire. Mmh. Et c'est vrai que ça a un petit peu réorienté, mon parcours dans le monde du conseil en entreprise. OK. Je me suis, spécialisée, en fait, j'ai fait une formation de coach pour devenir executive coach, pas pour accompagner, des personnes en particulier, dans le cadre de coaching, mais vraiment pour identifier un certain nombre d'outils qui pourraient, être pertinents dans le cadre de l'accompagnement humain, pour les transformations mises en œuvre, au sein des entreprises. Donc c'est ce que j'ai fait et à partir de là, j'ai décidé vraiment de me spécialiser sur ce sujet, de l'accompagnement, au changement. Trop bien. Alors en fait, j'essaie de lire à travers les lignes et si je comprends bien, pour moi qui est un petit peu extérieur à ce monde-là, en fait, il y a quand même des grosses entreprises qui ont du coup, en termes d'équipe, ont vraiment des ressources importantes, un nombre de collaborateurs, et collaboratrices important. Et donc, ils pensent une stratégie à X années, je suppose. Sauf que cette stratégie, elle amène des changements qui vont du coup impacter les équipes. Sauf que, un gros bateau, ça change pas de cap aussi facilement que ça, c'est ça? Exactement. Je vais prendre, une image, peut-être, qui soit pas technique, pour bien comprendre. Moi, je suis une passionnée de Formule 1, OK. par exemple. Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oui, la Formule 1, c'est une voiture, qui tourne, sur un circuit», bon. En fait, derrière, il y a un vrai travail et si tu veux, c'est parfois comme si les entreprises, donc elles lancent des transformations, Mmh. elles investissent des millions, dans ces transformations, au niveau des process, au niveau de l'organisation, au niveau des outils. Ce ne sont pas que des transformations digitales et derrière, elles laissent, l'humain de côté. C'est un peu la variable d'ajustement. En Formule 1, c'est un petit peu comme si on achetait une Formule 1, à un prix, orbitant, et que, derrière, parce qu'on veut gagner, on veut gagner les prochaines courses, Oui. par rapport à nos concurrents, donc on veut vraiment la meilleure voiture. Par contre, on ne met pas de temps, on n'accorde pas de temps à l'accompagnement, du pilote Oui. et puis de l'écurie derrière. Mmh. Parce que c'est en fait, c'est un entraînement de longue haleine. C'est une synchronisation, des équipes, quand la voiture arrive au stand, il y a toute une stratégie derrière et puis surtout le pilote, il fait, plusieurs fois le tour du circuit, il est entraîné et cetera. Et donc on accompagne finalement le pilote, de cette voiture et toute l'équipe derrière qui va accompagner là, les courses.
Ouais, c'est ça, c'est que tu pas que le pilote qui est une pièce maîtresse, mais en fait, le pilote, il serait rien sans son écurie, Exactement. toutes les personnes qui vont être à la réparation, au back office, il faut former tout le monde. Et donc, les entreprises, toi, et c'est sûrement ce qui t'a amené au bout de l'histoire à faire ce livre, hem, elles te contactent à quel moment du coup? C'est déjà, elles ont pensé leur stratégie et c'est vraiment, nous, tu viens, comme tu disais, dans l'exécutif, dans le côté très pragmatique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené du coup, parce que c'est sûrement qu'il y avait une nécessité, j'en doute pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le livre du coup? Alors déjà pour ton premier point, il y a déjà un premier problème, c'est que les entreprises, nous contactent rarement, Mmh. au moment où elles sont en train de concevoir la stratégie. Mmh. Donc première alerte, déjà à ce stade, on oublie que le facteur humain est fondamental pour garantir le succès de la transformation qu'elles ambitionnent d'enclencher, tu vois? Hem Donc, partant de là, il y a déjà un train de retard. Souvent, elles nous appellent un peu en mode pompier, Mmh. Bah oui. de dire, «Ça fonctionne pas, je comprends pas, ils écoutent pas, ils sont résistants, heu, bon, bah, on n'a pas les résultats qu'on voulait, OK». Donc et là, on est obligé de rembobiner, de rétropédaler et déjà ça leur coûte plus cher Ah oui. que ce qu'elles avaient prévu initialement. Parce que de toute façon, l'accompagnement humain n'avait pas été budgétisé et qu'en plus on doit intervenir au moment où les équipes n'ont vraiment plus envie, Oui. parce qu'elles n'ont pas été accompagnées, que ça leur tombe un peu dessus. Donc il y a ce premier point et en fait ça, je l'ai vu se répéter, mais tellement de fois, trop souvent. Hem, donc ce livre, il est vraiment né de cette frustration. De me dire: «C'est pas possible, d'allouer 95 d'un budget, pour, la transformation au sens processus, au sens outil, Mmh. et à peine 5 dans le meilleur des mondes, pour l'accompagnement des femmes et des hommes qui finalement, vont faire vivre, enfin vont vivre cette transformation et permettre à cette transformation, ben, d'effectivement avoir les résultats escomptés, en termes de retour sur investissement». Mmh, bien sûr. Et donc du coup, c'est un petit peu peut-être ce que tu entends déjà sur son titre de livre «Échec programmé», c'est-à-dire que d'après toi, il y a tout de suite déjà des mauvais réflexes qui sont ancrés, qui amènent, directement, de facto à cet échec, en fait? Totalement. Totalement. Il y a un certain nombre de facteurs, en tout cas, il y a un certain nombre d'actions qui sont répétées, en permanence Mmh. et comme si on reproduisait systématiquement les mêmes schémas qui reproduisent les mêmes erreurs. Alors il y a énormément de raisons, qui expliquent ça. Heu, il existe plein de méthodes pour conduire le changement Mmh. et à mon sens, beaucoup trop et le facteur humain n'est absolument pas une histoire de process ou de méthode et déjà ça, c'est le premier problème. Mmh. Ces méthodes, elles ont été, conçues, pour des périodes qui ne sont absolument, plus la période qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, parce que la conduite du changement, ça a commencé, en 1945. Alors évidemment, ça s'appelait pas conduite du changement, mais on a commencé à prendre conscience que, bah, oui, l'entreprise, elle était portée, par un collectif composé de femmes et d'hommes, et donc il y a un certain nombre de sociologues, qui ont commencé à travailler le sujet de l'accompagnement humain. Sur le papier du coup, hein, Mmh. pas vraiment, appliqué au monde de l'entreprise. Ces méthodes, elles sont très bien. Dans mon livre, j'en parle, je les cite. Je dis pas qu'il faut, pas les utiliser, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises. En revanche, je questionne leur utilité dans le monde d'aujourd'hui parce qu'elles ont été conçues dans un monde où tout était stable et finalement les transformations, elles s'opéraient tous les 10, 20 ans et je rebondis sur ce que tu disais au début. En fait, ces stratégies-là, hem on pouvait les voir sur du long terme. Aujourd'hui, il y a plus de stratégie long terme. Mmh. Les entreprises, elles sont obligées, d'avoir peut-être un fil rouge effectivement, mais de faire évoluer cette stratégie extrêmement régulièrement. Donc là où le changement finalement avant était ponctuel, je dirais, avant les années 2000 et puis ça s'est vraiment accéléré là, cette notion d'instabilité, post, crise sanitaire. Mais voilà, quand le changement est ponctuel, on peut avoir de la méthodologie qui permet des phases de stabilisation où finalement les collaborateurs ont le temps de désapprendre les anciens mécanismes pour en apprendre de nouveaux. Mais dans le monde actuel, c'est impossible et on demande aux collaborateurs de, désapprendre, apprendre, être innovant, résilient, adaptable, le tout pour le lendemain matin. Je caricature un Oui, peu, bien mais il faut sûr. valider.
Mais alors du coup, donc j'ai bien compris, tu m'as cité un ou 2 exemples, mais moi ça me paraît quand même aberrant qu'aujourd'hui parce que tu travailles en plus pour des grosses entreprises quand même, c'est des grosses compagnies qui font appel à toi. Comment ça se fait qu'elles ont pas encore intégré cette chose-là? Le fait que notamment faut prendre en compte et en considération les équipes dans le champ. Enfin moi je trouve ça fou quand tu me dis: «Oui, sonnette d'alarme, ils y avaient pas pensé». Ben, c'est des boîtes qui ont du recul, qui sont énormes. Comment ça se fait d'après toi? Il y a pas de ROI, sur le facteur humain, OK. alors qu'il y a un ROI, assez simple à calculer, pour, des transformations qu'on peut matérialiser, Mmh. tu vois? Donc un comité de direction, quand il se réunit et que tu as, le ou la DSI, le ou la DAF, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est, combien va me coûter la mise en place de tel outil, par exemple, et combien je vais économiser une fois que j'aurai mis en place cet outil. Tout ce que ça va engendrer comme conséquence d'un point de vue humain, ça, c'est assez peu mesurable et dans mon livre, j'explique que ce sont des factures invisibles. Alors elles sont invisibles, hem, au jour le jour, mais à un moment donné, la facture, elle apparaît très clairement et typiquement, ce qu'on n'a pas, dans les tableurs Excel, qu'on peut, regarder, en comité de direction, ça va être, la défiance des collaborateurs. Ce que j'appelle le cynisme rampant. Le cynisme rampant, c'est quand, tu as une équipe en réunion, qui ne entre guillemets, «ne se rebelle même plus», n'interagit plus avec ce que tu leur dis. Tu as un silence ou même ils acquiescent alors qu'en fait, même pas qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, c'est que ça les intéresse plus. Donc aujourd'hui où on sait on a quand même un contexte économique qui est pas simple, qui est tendu, il y a des tensions géopolitiques, une fois de plus, hein, on a vécu une crise sanitaire, on n'en parle plus trop maintenant, mais qui a laissé des traces assez énormes et qui a profondément fait changer, le monde du travail et le rapport qu'on peut avoir au travail. Bon, bah, du coup, effectivement, il faut absolument, revoir ça et donc tu as des personnes qui, à la fin, ne démissionnent pas parce que comme je le disais, le contexte est un peu tendu, donc il y a la peur d'avoir une période d'essai derrière, qui va pas être validée, donc on préfère entre guillemets «rester au chaud». Mais derrière, quand, il y a de la défiance, il y a du cynisme, il y a de la fatigue du changement. Les gens en ont marre de changer, on leur donne une direction, puis, 3 mois plus tard, on leur donne une autre, bon, bah, les gens restent, mais finalement, l'entreprise perd, sa créativité, sa capacité à innover, et ça, ce sont des factures invisibles sur l'instant, mais qui coûtent très, très cher à l'entreprise. Ah oui, oui, d'autant plus qu'on sait tous que les frais de personnel, tu vois, là, tu me dis, il y a pas de ROI, pour autant, ça reste quand même la plus grosse charge, de l'entreprise, dans le compte et dans les lignes. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. On entend souvent, démission, silencieuse, burn-out ou c'est vrai qu'on a des personnes qui sont présentes, qui restent pour plein de raisons que tu as évoquées, mais qui pour autant, bah, se désengagent totalement et Exactement. effectivement et là, l'opération, la facture peut coûter cher, quoi. Oui, d'autant que tu as des personnes qui sont brillantes, pour le coup, qui peuvent sortir un petit peu du lot par leurs compétences, par, le nombre d'années qu'elles ont, dans l'entreprise et donc l'expérience, qu'elles ont acquise, qui elles, par contre, peuvent partir parce qu'en termes d'employabilité, c'est sûr que ça peut matcher quel que soit le contexte. Et par contre, elles diront rien. Elles partiront, extrêmement silencieusement, en laissant derrière un vide sur toute la connaissance qu'elles avaient, au sein de l'organisation. Et là, dans ce que tu me dis, il y a un fait qui me semble particulièrement, complexe. C'est que tu me dis, bah, les entreprises, elles peuvent plus penser à 15-20 ans en stagnant. C'est normal, le marché est beaucoup plus mouvement et cetera. Pour autant, elles doivent quand même avoir une stratégie claire et pour autant, bah, les équipes, ils peuvent pas les emmener à droite, à gauche. Donc comment tu fais preuve à la fois, d'une ligne directrice et d'agilité, en même temps? Et justement, ça fonctionne pas. D'accord. Il y en a pas. Donc déjà, je pense que les entreprises, pas toutes bien évidemment, mais bafouillent un peu en termes de stratégie parce que, OK. voilà, elles savent plus trop, où est-ce qu'il faut aller. Alors il y a des grandes tendances, on le voit, l'IA a pris une place, très importante, je dirais majeure, pour les entreprises aujourd'hui en termes de transformation. Mais pareil, je donne un exemple, hem, elles se sont lancées, à corps perdu, et ont investi massivement dans l'intelligence artificielle, qu'elle soit, générative ou pas d'ailleurs, hein, ou prédictive mais derrière, ça s'est fait tellement dans la précipitation
qu'elles n'ont absolument pas pensé au cas d'usage concret Mmh. qui allait apporter de la valeur, au sein de l'organisation. Elles n'ont absolument pas impliqué les collaborateurs, qui derrière auraient pu donner leur avis, hein, sur les cas d'usage en disant: «Bah oui, ça me ferait, gagner du temps, oui, ça m'apporterait de la valeur, et ça apporterait de la valeur au travail que je fais au quotidien». Et aujourd'hui, les entreprises en reviennent. Alors elles reviennent pas, sur leur décision d'avoir, déployé, des solutions, d'intelligence artificielle. En revanche, elles voient bien qu'elles ont dépensé des millions, dans l'intelligence artificielle et que derrière les collaborateurs ne s'en saisissent pas. Mmh. Tout du moins pour l'IA générative. Et par rapport à ce problème justement de, bah, finalement d'équipes qui se sentent pas embarquées, concernées, est-ce que tu as des tips assez concrets finalement à délivrer? Alors le tout c'est juste de teaser le livre, on va pas Ouais, donner bien sûr, bien sûr. tous les bons ingrédients et les secrets, faut acheter le livre pour ça. Bien sûr. Mais en attendant, voilà, je me dis, il y a peut-être des petites choses quand même, Ouais, qui sont vues quoi. oui. Alors, bah, le la 1re chose, hein, c'est effectivement de changer de regard, OK. et donc j'appelle, les dirigeants, à changer de regard et à arrêter de faire, de l'humain la variable d'ajustement. D'accord? Donc ça, 1er point pour, si je devais m'adresser à un dirigeant, lui dire: «Là, tu vas maximiser ton ROI», déjà, Mmh. OK? Heu, Ensuite, je pense qu'il faut remettre, au cœur de la stratégie des entreprises un certain nombre d'assets qui ont été, laissés de côté, comme les émotions, par exemple. Moi, je m'appuie beaucoup sur les neurosciences, pour accompagner mes clients, parce que ça a été, scientifiquement prouvé. Notre cerveau, a un certain nombre de réactions face à certaines situations qu'on connaît et dans la mesure où on les connaît, on peut les accompagner. Exemple, hem, heu, le cerveau de n'importe qui va percevoir le changement, subi, bien évidemment, pas celui qui est choisi, comme étant une menace. D'accord? Donc, agiter le drapeau de la résistance au changement, c'est beaucoup de bruit pour rien du tout. Mmh. C'est normal. C'est normal de résister face à un changement. La vraie question, c'est comment on l'écoute et ça aussi, remettre l'écoute au cœur de la stratégie des entreprises, la vraie écoute, hein. L'écoute des signaux faibles, Mmh. OK? Pas ce qu'on a envie d'entendre, vraiment l'écoute des À l'inverse, signaux faibles. savoir tendre l'oreille, je suppose, et faire preuve un peu d'une vraie empathie finalement. Oui et et quand tu dis tendre un peu l'oreille, c'est même plus que ça, c'est l'écoute avec les oreilles, mais aussi l'écoute avec les yeux. Il y a beaucoup de non-verbal, qui a une signification très importante, quand on est face à ses collaborateurs. Je pense qu'il y a aussi un sujet extrêmement important, c'est, quelle est, l'histoire de l'entreprise? Ça, on n'en parle pas assez. Quand on se lance dans une transformation, il faut prendre le pouls des collaborateurs. C'est quoi leur niveau d'énergie? C'est quoi leur niveau de fatigue? Où est-ce qu'ils se situent émotionnellement? Alors ce sont des questions qui se font de manière individuelle. Bien évidemment, l'idée, c'est d'en faire, une photo, collective. On n'est pas là pour pointer du doigt. Puis surtout, ça n'aura aucun sens. Hem Et à partir de là, se poser la question de, ça, c'est l'état actuel de mon organisation, des femmes et des hommes qui composent cette organisation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant? Combien de transformations on a mis en œuvre? Est-ce qu'elles ont réussi ou pas? Comment elles ont été vécues par les collaborateurs? Parce qu'il y a un vrai sujet, c'est le sujet de la confiance. La confiance, ça met beaucoup de temps à se construire. Par contre, ça part très, très C'est vite. ça. Une déception et il y a une perte de confiance, majeure. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a perdu la confiance de ses équipes, de ses collaborateurs, pour la regagner, c'est très, très compliqué. Et donc, superposer les discours tels qu'on peut les voir et tels qu'on les connaît, hein, extrêmement lisses, très, très, très beaux, dans les slides, mais aussi très, très faux, dans la réalité. S'engager sur des choses sur lesquelles on ne peut pas ou on ne sait pas s'engager parce que ça met un petit peu de paillettes, autour du programme en espérant voir les étoiles briller dans les yeux des collaborateurs, c'est une très grave erreur. Il faut faire très attention à ça, il faut l'anticiper dès le début. C'est vraiment une question de bon sens. Ça me paraît Quand je le dis, ça me paraît extrêmement bateau, mais malheureusement, ce n'est pas pris en compte, dans le cadre des transformations, des organisations. Après, il faut avoir en tête que mon livre, c'est absolument pas un livre de méthode. Au OK. contraire, je milite, contre le principe, de tout packager sous format, de méthodologie. Ça rassure,
énormément. Ah super, ils ont plein d'outils, ils ont une super méthodologie avec des étapes, des phases, des livrables associés, donc c'est très rassurant. Sauf que, en toute sincérité, je ne sais pas comment il est possible, avant d'avoir mis le pied dans l'organisation, avant d'avoir pris le pouls, avant d'avoir ressenti, l'énergie qui se dégage ou pas au sein d'un collectif, de proposer une façon d'accompagner, l'entreprise. Donc c'est absolument pas un manuel de méthode, il en existe déjà plein. Mmh. J'avais absolument pas envie de rentrer là-dedans. C'est vraiment faut plus le voir comme un manifeste, OK. hem qui derrière sonne l'alarme en fait en disant: «Attention, ça va pas du tout et ça va encore moins le faire, vu l'époque dans laquelle on est et qui, de mon point de vue et ça n'engage que moi, risque de perdurer». Donc c'est pas demain qu'on va retrouver de la stabilité, donc il va falloir composer avec ce monde-là et j'appelle vraiment à un changement de regard. Évidemment, je donne des pistes, Mmh. je propose quelques exercices pour se tester soi-même, pour tester un petit peu son organisation. Mais il y aura pas de boîte à outils dans mon livre, très clairement. OK, ouais, c'est une ode à l'humain finalement Exact. et je trouve que c'est intéressant pour, donc ça s'adresse aussi principalement du coup aux dirigeants, bah, qui est peut-être moins, sensible à ça, qui pour ouvrir grand ses chakras et puis prendre en fait la dimension, à 360 quoi. Exactement. Mais c'est vrai que moi je m'imagine aussi avec des équipes, surtout en tant que dirigeant, si tu n'es pas habitué à l'exercice et pour toi, tu t'es jamais posé la question, bah, derrière, comment tu fais pour passer, cette frontière en fait, du superflu? Comment tu fais, pour engager du collaboratif? Moi, il y a un truc qui revient souvent dans les échanges, d'amis, de personnes salariées, c'est, les fameux team building qui emmerdent tout le monde maintenant, où on te demande d'être copain avec ton collègue, où tu as pas du tout envie. Bon, je suppose ça c'est un peu red flag quoi? Je suis absolument contre, les alors c'est un peu provocateur Mmh. et en même temps, une fois de plus, j'ai écrit ce livre en étant très sincère sur ce que je pensais, et si ça crée débat, tant mieux. Moi, je suis absolument contre, les séminaires, Mmh. de cohésion. Alors, on peut les faire, d'accord? Mais si on les fait, on peut les faire pour rassembler, Mmh. pour permettre aux équipes de se retrouver. Parce que c'est vrai que, avec le télétravail, principalement, on a perdu cette notion de collectif qui est extrêmement importante pour la robustesse et la performance de l'entreprise. Donc, si on doit faire ça pour cette cause-là, pas de problème. Par contre, pour réengager les collaborateurs, absolument non. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Moi j'appelle ça l'effet soufflé au fromage. OK. C'est-à-dire que si le séminaire est bien construit, ce qui est rarement le cas déjà, souvent il est un peu construit pour se faire plaisir, C'est vrai, d'accord? c'est vrai. Donc s'il est bien construit, ça va avoir un effet, mais qui va retomber, 48 heures ou 3 jours après le séminaire. Mmh. Les gens vont repartir emballés, puis ils vont retourner dans leur quotidien et là, il restera plus grand-chose. Tous ces séminaires où on travaille la feuille de route avec un plan d'action, parce que derrière le plan d'action n'est absolument jamais mis en œuvre, ça a un effet extrêmement déceptif pour les collaborateurs qui ont perdu une journée de leur temps de production, voilà, qui vont devoir rattraper par ailleurs. Voir une soirée en famille. Ah, une soirée en famille, ça c'est presque pire. Mmh. Parce qu'en plus, une fois de plus, le rapport au travail a profondément évolué. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts. Une fois de plus, je dis «les gens», mais il faut pas faire de généralité. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que les collaborateurs ne sont plus prêts à donner une soirée et donc un moment à passer avec ses amis ou en famille à leur employeur. S'ils le font, il faut que ça leur rapporte quelque chose. Mmh. Oui, oui, ce que je peux comprendre, j'ai pu le vivre dans des entreprises. Après, on te demande un engagement, c'est pas une dette en fait, ça c'est vraiment, tu vois, quelque chose que tu leur offres. Donc tu attends aussi, alors pas une contrepartie forcément financière, mais tu attends un autre engagement de leur part en retour et voilà, j'imagine très bien ces séminaires un peu où tu te On sens l'a tous obligé vécu. pour cocher une case, mais je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il y a peut-être plus d'engagement dans les petites actions au quotidien pour fédérer les équipes, du respect, mutuel dans le travail, de comment mieux travailler ensemble et cetera, que ce genre de soirée. Je rebondis aussi, donc tu as parlé d'IA, c'est normal, hein, c'est un peu le sujet, du moment. Dans Depuis des siècles, en fait, il y a des changements, technologiques, industriels et cetera. Est-ce que d'après toi, l'IA, c'est différent? Et si c'est différent, en quoi c'est différent des autres, changements qu'on a pu connaître comme la vague internet, par exemple? Ouais. C'est différent parce que, ça vient questionner, d'autres principes, qui sont, voire même des valeurs, hein, pour les collaborateurs, et ça vient toucher,
l'identité professionnelle. OK. En plus, c'est extrêmement médiatisé, ça fait beaucoup de bruit. On entend beaucoup, le fait qu'il y a un certain nombre de métiers, qui vont disparaître. On l'entend pour le métier du conseil, hein, cette remise en question du rôle du consultant. Donc ça a un effet extrêmement anxiogène. Donc c'est très compliqué d'aller expliquer à un collaborateur que, «Non, non, 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 t'inquiète pas, l'IA va venir, te faire gagner du temps», sachant qu'en plus c'est pas vrai. Parce qu'au démarrage, hem, ça fait pas forcément gagner de temps. Il faut sur l'IA générative, il faut apprendre à prompter. Alors on le fait peut-être, naturellement avec, ChatGPT qu'on a sur son téléphone et cetera, parce qu'on lui demande souvent pas grand-chose de bien intéressant. Mais quand il y a un vrai travail de fond à mener et qu'on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle, il faut quand même savoir, sérieusement prompter. Donc il y a, une marche à franchir assez élevée avant d'obtenir des gains de productivité avec l'IA. Et une fois de plus, hein, quand on vient toucher à ton identité professionnelle, c'est très profond. Ça engendre des peurs qui sont très ancrées et il faut prendre un petit peu d'élan, Mmh. pour aller déconstruire, ces peurs, et ces croyances. Alors, bah, ça comme tu dis, ça demande énormément d'efforts de chaque côté, j'ai l'impression. Des entreprises parce que, bah, il y a des ratés, de faire appel à des personnes comme toi, et à l'inverse, les collaborateurs en ont marre d'être baladés à droite, à gauche potentiellement. Est-ce que tu crois pas qu'il y a une véritable fatigue au changement, en fait, qui s'installe tout doucement, Si, c'est même devenu un pardon, un phénomène qu'on appelle ça la change fatigue D'accord. et c'est clairement quand il y a eu, un empilement de transformations, réussies ou pas d'ailleurs, hein. Je veux dire même si les transformations, puisqu'on parle d'échecs, mais il y a aussi des transformations qui réussissent, mais on a une capacité à intégrer les changements qui est limitée dans le temps. Notre cerveau a besoin d'un temps, incompressible pour intégrer les changements. D'accord? On sous-estime aussi tout ce qui est désapprentissage. C'est très compliqué d'apprendre quand on n'a pas pris le temps de désapprendre et de se défaire finalement d'un certain nombre de mécanismes qui avaient acquis au fil du temps, hem et qui faisaient que, bah, voilà, on était très bon dans ce qu'on faisait, voire même qui faisaient qu'on aimait, les actions qu'on menait dans le cadre de notre travail. Donc aujourd'hui, comme les transformations s'enchaînent, que beaucoup en plus, sont pas à la hauteur, de ce que les collaborateurs espéraient, de ce qu'on leur avait entre guillemets «vendu», tu vois? En leur disant: Oui. «Oui, ça va vous demander de l'effort, mais vous allez voir, ça va être génial», Une fois de plus, je caricature un peu, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Donc oui, ils en ont marre. Donc il y a ce qu'on appelle la change fatigue, ils en ont marre du changement. Donc il y a un vrai sujet autour du tempo, autour du rythme et ça aussi si je peux me permettre un petit conseil, je sais qu'il faut aller vite. Je sais qu'il faut aller vite, qu'on est dans la pression du timing, la pression du temps. «Ah, nos concurrents, ils ont déjà fait ci, ils ont déjà fait ça, nous aussi, il faut qu'on s'y mette». Je pense qu'il vaut mieux parfois, surtout dans un monde incertain, hem, ne pas se précipiter et faire quelques pas de recul en disant: «Voilà, ça, ce serait une super idée. On a besoin de se transformer en ce sens. Prenons le temps de sonder, de prendre un peu le pouls de l'organisation et de voir si c'est réellement cette direction qu'il faut prendre. Et après, il y a un sujet de fond qui dépasse le cadre des transformations. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui pourront vraiment sortir du lot au-delà de leur vision stratégique et du sens qu'elles veulent donner à leur entreprise, ça va être aussi celles qui vont réussir à construire des collectifs à même, d'absorber les changements, qui vont pouvoir, hem, permettre à leur collectif d'être, agile et finalement d'être dans une posture de: «Je ne subis pas le changement, je le vis parce que ça va dans le sens de l'entreprise et je suis même content de le vivre». Mmh. Ça s'anticipe. Ouais, c'est intéressant, c'est hyper, darwinien, moi, je trouve ce que tu dis. C'est vraiment, c'est pas la stratégie, c'est pas le plus fort qui arrivera au bout, mais c'est celui qui a la capacité, de s'adapter et d'évoluer, de se transformer. Et du coup, alors je rebondis, parce que tout à l'heure tu m'as dit: «Ouais, j'aime pas les méthodes», mais là tu me fais parler d'agilité. Est-ce que la méthode agile, c'est quelque chose que toi tu peux apprécier ou au contraire tu vas le Pareil, je vais je vais être un peu critique. C'est très intéressant quand c'est bien fait. Le problème, c'est que c'est rarement bien fait et c'est souvent un peu, ça fait bien de dire qu'on fonctionne en méthode agile. Mmh. OK. Dans les faits, c'est pas, ça fonctionne pas vraiment de matière agile. Ce qu'il faut retenir dans la notion d'agilité, je pense, c'est la notion de
Test and learn. Mmh. Je teste et j'apprends et parfois, plutôt que de tout transformer d'un coup, il vaut mieux transformer petit pas par petit pas, quitte à refaire des petits pas en arrière parce qu'on se rend compte que, oui, c'était la direction qu'on voulait prendre, mais finalement, après l'avoir testé, on a des petits ajustements à faire. Ça, je pense que c'est la meilleure option. Alors après, je on pourrait penser que ça prend du coup plus de temps, mais je suis pas certaine. Ouais, ouais, je comprends. Bah, de toute façon, la vertu de l'itération, comme Et tu dis, d'embarquer. et tout n'a pas besoin d'être parfait, finalement, au contraire. OK, j'ai aussi l'impression qu'il y a 2 volets dans ce que tu dis. L'aspect vraiment très stratégique des dirigeants et bah, de la boîte, notamment souvent les sièges sociaux, et l'aspect beaucoup plus tactique, mais beaucoup plus dans le court terme des équipes. Entre 2, il y a peut-être une charnière qui est les managers. Heu, c'est quoi leur rôle là-dedans et pourquoi ils sont, d'après toi, cruciaux alors, Alors ils sont extrêmement importants, au sein d'une organisation parce que finalement c'est un petit peu, je vais prendre un terme, mécanique, mais ils sont un petit peu la courroie de transmission entre, heu, les dirigeants, je schématise, et les collaborateurs. OK. Heu, pour autant, c'est un rôle qui est, extrêmement complexe, qui est lourd à porter parce qu'il y a forcément des injonctions contradictoires. Voilà. Les enjeux et objectifs au niveau direction sont absolument pas les mêmes, que les collaborateurs. Donc c'est un petit peu, 2 mondes qui s'opposent alors que ça devrait pas, et donc c'est extrêmement difficile pour eux. On leur demande de porter les changements sans se dire qu'ils doivent aussi, adopter les changements avant de les porter. Avec toujours plus d'agilité, de rapidité, d'innovation. Faut qu'ils montrent qu'ils y croient, alors que parfois ils y croient pas du tout. D'ailleurs, c'est assez effarant. Moi, quand j'ai commencé mon métier, tout le monde voulait passer manager. C'était un peu le graal de passer manager, d'avoir son équipe, tu vois? C'était, «Ouais, j'ai réussi, j'avance». Aujourd'hui, ils n'ont plus envie. C'est trop lourd. C'est trop lourd, franchement, pour un salaire qui est pas, si différent que, le salaire de quelqu'un qui n'est pas manager, c'est trop d'efforts, quoi. Trop d'efforts, trop de fatigue. Et encore une fois, dans le côté gagnant-gagnant, le gap est pas forcément, Non. hyper parlant. OK. Alors on a beaucoup parlé des entreprises, qui programmaient des échecs finalement, qui étaient, et je suppose que tu as rencontré aussi, en 20 ans de carrière, des super réussites d'entreprise. Est-ce que tu as envie peut-être d'en évoquer une qui t'a marqué, particulièrement ou? Ouais, alors je peux pas citer de nom, d'entreprise, mais oui, oui, j'ai un exemple très récent. D'ailleurs, d'une cette intervention était liée à l'échec d'une transformation précédente. On apprend de ses erreurs. Exactement. Donc ils ont relancé, exactement le même, programme de transformation sur une autre branche de l'entreprise et face à l'échec qu'ils ont rencontré, sur la première branche, qu'on appellera la branche A, ils se sont dit: «Bon, OK, il faut absolument là qu'on change, notre façon, d'envisager cette transformation et qu'on budgétise, de la conduite du changement». Alors ça, c'est marrant parce qu'au début, quand ils m'ont contactée, par conduite du changement, ils entendaient formation. D'accord, ils ont fait un raccourci. Voilà, et le budget d'ailleurs qui était, alloué, était tout petit, petit, petit parce que dans leur tête, c'était, on va former les collaborateurs et c'est bon, ça va bien se passer, on va réussir. Moi, je suis pas là pour, faire exploser les budgets. Par contre, il est important que je puisse, répondre, aux attentes, de mes clients et je n'aime pas les fausses promesses. Il y a même des projets que j'ai refusé d'accompagner, parce que ça partait dans le rouge et que malgré les échanges que j'ai essayé d'avoir, avec les commanditaires, je voyais que ça bougeait pas et qu'ils restaient sur leur position. Je savais qu'on allait se planter, j'ai pas envie d'avoir de casserole au niveau des entreprises que j'accompagne, donc j'ai déjà dit non. Mais là, je leur ai posé une question assez simple, je leur ai dit: «Mais en fait, quel est l'effet final recherché? Qu'est-ce que vous voulez obtenir in fine?» «Ah bah, on aimerait bien que l'outil soit effectivement utilisé, en plus, voilà, c'est dans nos unités de production, c'est important pour nous, OK, on en attend beaucoup, on attend beaucoup de gains, de cette transformation, donc on aimerait que vraiment ils se saisissent de l'outil». D'accord, qu'ils se saisissent ou qui vraiment ils adhèrent et qu'ils adoptent, le projet. Ah non, non, on aimerait bien qu'ils adhèrent, et qu'ils adoptent, in fine le changement. D'accord, donc
Si on part de ce principe-là, si on se dit que l'effet final recherché, le besoin émis, c'est l'adoption des changements, alors les formations, c'est nécessaire, bien évidemment, puisqu'il faut comprendre, l'outil, comment il va fonctionner, ce que ça implique comme changement. Donc c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. Il va falloir mettre en place une vraie conduite du changement, Mmh. du début à la fin, et ça commence par l'analyse de l'état émotionnel des collaborateurs, l'analyse de la perception qu'ils ont de cette transformation, et à partir de là, on va construire une stratégie sur mesure. Tu l'auras compris, moi, les trucs sur étagère, je Mmh. prends pas. Chaque entreprise a tu vois, a son OK. AEN et ses spécificités, donc ce qui marchait pour l'une marchera pas forcément pour l'autre. Tu construis ta stratégie vraiment sur mesure, et surtout derrière, tu ne t'interdis pas Mmh. de la modifier. En avançant, si tu te rends compte que ça prend pas, qu'on a oublié quelque chose, c'est pas grave. On Tu vois? Agilité, c'est ça de la vraie On agilité. vient de se rendre On c'est ajuste. l'itération. Mais voilà, la boucle est bouclée puisque tu nous reparles de l'humain avec un grand H, les hommes et les femmes qui composent l'entreprise et c'est vraiment, ça le cœur du sujet. Si, il y a un dirigeante ou une dirigeante, qui nous écoute, qui est passionné par l'échange et donc d'ailleurs merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Est-ce que tu devrais laisser une idée là comme ça, prise au vol, qui est la première qui te vient, qu'est-ce que tu as envie de délivrer? Ouais, sincèrement, d'arrêter de considérer l'humain comme une variable d'ajustement. OK. Vraiment, c'est fondamental. Bon, bah, super clair, merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair sur le sujet. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est, si tu es OK avec ça, c'est de revenir un petit peu sur, plutôt, ta phase d'écriture, tout ce que tu as vécu à Ouais. travers le livre. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il faut savoir que les auditeurs et auditrices adorent, en fait, ces moments-là, d'être dans les coulisses, de l'autrice. Hem, Toi, déjà, pourquoi tu es venu, alors, OK, tu avais des problèmes et tout, mais pourquoi tu as choisi le livre comme support? Ça aurait pu être n'importe qui quoi, ça aurait pu être un site, ça aurait pu être un podcast. Non, tu as choisi le livre. Parce que je suis assez discrète, OK. je suis pas très à l'aise Mmh. face au micro, face caméra, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, je communique assez peu, sur LinkedIn. Je sais à peine me servir de mon compte Instagram. Hem, donc je me suis dit que l'écriture, finalement, quand tu écris, tu nulle part. Ouais. Pas besoin de prendre la parole. Bon, ça, c'est parce que je savais pas qu'après, il fallait prendre la parole, le porter, et cetera. Mais faut surtout avoir en tête qu'initialement, ce livre, j'ai aucunement, enfin, j'avais pas du tout envisagé de le publier. C'était une sorte de c'était un peu un exutoire, D'accord. face à un ras-le-bol, je te dis, hein, c'est vraiment né d'une frustration. Mmh. J'avais pas envie d'empoisonner, mon mari et mon fils tous les soirs avec mes soucis, de boulot, quoi. Donc je me suis dit: «Je vais écrire». Et puis petit à petit, au-delà du fait que ça me faisait beaucoup de bien, je me suis dit que je commençais à tenir quelque chose. Et moi, j'ai été éduquée dans une famille où on se plaint pas. Mmh. OK. On se plaint pas. On trouve des solutions. Et je me suis dit: «Bah, plutôt que de me plaindre, ça marche pas, ils écoutent pas, ils comprennent rien, ça change pas», heu, bah, il fallait que je trouve des solutions et que je porte ces solutions. L'écriture, ayant commencé à s'installer, je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être une bonne idée de professionnaliser un petit peu cette écriture, d'enlever ce côté, journal intime qui n'apparaît absolument plus, dans le manuscrit aujourd'hui, hein». C'était vraiment dans son état initial. Hem et en écrivant, ben, petit à petit, c'est venu, et je me suis dit: «OK, je vais porter ces convictions à travers ce livre». J'en avais pas du tout parlé, autour de moi. Un jour, j'ai un peu craqué, parce que, du coup, j'étais emballée par l'idée, et en fait, en me relisant, je me disais: «Mais non, mais là, ça va pas du tout, je me répète, je dis des banalités, ça va aider personne, là, c'est trop ambitieux, là, je suis trop en colère». J'avais l'impression que le plan n'était pas clair, et donc j'ai un peu craqué. Je me suis épanchée, donc auprès de mon mari et mon fils, qui sont pas du tout tombés de leur chaise. D'accord. Je suis un peu madame projet, donc ça les a pas surpris plus que ça, et qui m'ont dit: «Mais vas-y, mais finis-le et publie-le». Je dis: «Mais attends, mais personne voudra me publier». Enfin, je veux dire, je vais l'envoyer à des maisons d'édition, ils me répondront jamais. Hem et c'est vrai qu'ils m'ont dit: «Bah, c'est pas grave, tu publieras toi-même, en fait, qu'est-ce que tu perds?» Mmh. Voilà, ça m'a pris 2 ans quand même, parce que j'ai un autre métier par ailleurs, hein, Bien sûr. comme je l'ai dit, et donc j'ai assez peu de temps libre. Donc ça m'a pris 2 ans.
Il se trouve que par hasard, j'ai croisé Isabelle sur LinkedIn OK. et je lui ai demandé, un échange. Elle a accepté. On s'est fait une visio ensemble. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Isabelle. Je fonctionne beaucoup au fit, Mmh. y compris quand j'accompagne mes clients, hein, parfois j'ai moins le fit que mais quand même, pour moi, c'est important parce Bien qu'on va sûr. partager, 2-3 ans de transfo ensemble, voilà, faut qu'on se fasse plaisir aussi C'est clair. et donc Isabelle, ça a été vraiment un coup de cœur, un fit. Après, il restait à savoir si elle avait aussi, ce coup de cœur, si elle avait envie de m'accompagner, ben, pour porter, ce livre et ces messages Mmh. et il s'en est suivi un mail, voilà, de qui signait le début de notre collaboration et je j'ai aucun regret, c'est le meilleur écrin. Trop bien, bah, en tout cas, nous, on est super contents, que tu étais au bout, on sent que c'est un projet avec tes tripes et que, bah, il est pas resté au fond du placard parce que du coup, on Ouais. va en profiter en même temps, et on va prendre tous tes bons conseils, au vol et puis moi, je trouve ça très sympa de te dire que ta famille, a été vraiment en soutien, voilà, malgré le fait qu'apparemment tu débordes de projets et d'envie, voilà, ils auraient pu aussi, passer outre et le fait que tu aies eu le soutien, c'est chouette. Tu parlais un petit peu de différentes phases, 2 ans. Donc tu as conclu, avec, Maison Édition, Prochain Chapitre. Hem, Est-ce que tu as eu après des phases de up, de down? Qu'est-ce qui t'apparaît le plus dur dans ce cycle en fait, jusqu'à, la publication? La phase de correction. Ouais. En fait, quand j'ai envoyé mon manuscrit à Isabelle, pour moi, c'était terminé. Sauf que non. C'est la C'est voiture aussi balai, ça, elle est passée. bah, ouais, elle avait, beaucoup de conseils, à me donner, des choses qu'il fallait réécrire, des choses qu'il fallait, arranger, présenter différemment, apporter, ben, alors, effectivement, c'est pas un livre de méthode, mais apporter quelques tips, Mmh. vraiment concrets, pour qu'à la fin du livre, le lecteur puisse quand même repartir avec des pistes, d'action, qu'il pourrait mettre en œuvre assez rapidement et ça, c'est vrai que je l'avais laissé de côté, et c'est assez étrange parce que c'est mon métier, en fait, mais Mmh. peut-être que j'ai vraiment dissocié les 2, Oui. et donc voilà, il y a eu toute cette phase, de un peu de réécriture, hein. Tout n'a pas été réécrit entièrement, fort heureusement. Je pense que j'aurais jeté l'éponge si ça avait été le cas. Tu m'étonnes. Mais ça, je l'avais pas du tout anticipé. En plus, ça s'est passé, période de fin d'année. Mmh. J'avais, vraiment plus d'énergie. Donc à chaque fois que je voyais un mail d'Isabelle arriver, je me disais: «Oh non!» Tu m'étonnes. Du coup, tu étais blacklisté, warning rouge quand c'était livré. Ça a été, bon et puis après quand on remet, la version finale, Mmh. le BAT, c'est un peu, il y a un vide qui s'installe. C'est Mmh. que là où j'ai été, occupée, par ce projet, de nombreux soirs, de nombreux week-ends, je me sentais un peu démunie. C'est un peu je reprends un exemple alors ceux qui les femmes qui ont eu, des enfants, du coup, peuvent bien comprendre. Mmh. Mais il y a un peu ce petit côté baby blues. Ouais, je comprends, ouais. Bah, oui, oui, c'est normal, tu accouches C'est d'un ça, ta projet, hein, c'est ça c'est pas et qu'une image. j'avais une petite déprime, et c'est pareil, là aussi, tu vois, aucun regret, d'avoir signé avec, les éditions Prochain Chapitre parce que derrière, il y a un vrai accompagnement. Ouais, c'est chouette, c'est une question que j'aurais pu te poser. En fait, en quoi tu penses qu'ils t'ont vraiment, accompagné et qu'Isabelle t'a accompagné? Donc tu me dis c'est plutôt par rapport à cet accompagnement. J'ai l'impression que vous êtes un beau collectif aussi, C'est un super collectif, on a un groupe, WhatsApp ensemble, on se Mmh. soutient énormément et puis tu vois, Isabelle, elle a ce petit truc de savoir, lire les gens. Une fois de plus, on se connaissait pas, on s'est parlé, mais on a échangé beaucoup depuis, mais on connaît pas, vraiment nos vies, perso et cetera et elle a très vite compris que quand j'étais dans le silence, que je répondais plus, dans le groupe WhatsApp, que voilà, je la sollicitais pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas C'est trop et elle a timide. pris les devants et tu vois ces petits audios, qu'elle m'envoie, pour me rebooster, les petites bonnes nouvelles, et ça, bon, bah, voilà, ça a pas de prix parce que, une fois de plus, il y a, la remise, du BAT et puis derrière, il y a, la parution. Mmh.
Et moi, le 5 mai, je sais pas, c'est pas que je m'attendais à un feu d'artifice, mais je m'attendais à ce que ça change un truc et ma vie. Ce qui est stupide, mais quand on connaît pas, on sait pas. Bien sûr. En fait, je me suis réveillée le 5 mai, il y avait rien de nouveau dans ma vie, même, voilà, mon mari et mon fils ont oublié, donc j'avais l'impression qu'on avait raté mon anniversaire, tu vois? Ah, c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que, bah, tu l'as vécu de plein fouet et c'est vrai que, bah, en fait, on se rend pas compte l'engagement que vous portez et donc après, de la manière dont on le ressent, bah, c'est des étapes supplémentaires, en fait, hein. Faut être aussi, je pense, accroché psychologiquement, finalement, pour vivre tous ces revirements, pas simples, quoi. Ouais. Et ouais, tout à l'heure, tu me disais, je reviens un peu dessus, mais que, une des moments un des moments, pardon, les plus durs, ça avait été la phase de retour d'Isabelle, de correction. Mais alors, c'est quoi le plus embêtant là-dedans, d'après toi? C'est enfin, pour toi, en tout cas, c'est, le fait de devoir remettre de l'énergie? Le fait de: «Oh, bah, elle va me faire écrire un truc qui est pas à moi» et enfin, c'est comment tu l'as Il y a vécu dans plusieurs le choses, d'abord, je pouvais plus le voir, le livre. d'accord. Je ne pouvais plus le voir. Lire une phrase de mon livre, vraiment, ça me tendait, ça me OK, je crispait. Et du coup, ça m'a obligée à re-rentrer dans mon livre. Tu vois? Donc ça, déjà, c'était dur. ouais. Vraiment psychologiquement et puis ça me demandait une énergie folle. Après, il y a ce petit côté, heu, peut-être mégalo, j'en sais rien, Mmh. de c'est mon bébé, Mmh. c'est mon livre, c'est ma pensée et il y a finalement quelqu'un d'extérieur, bah, qui vient, entre guillemets, «mettre son nez dedans». Mais à juste titre. Enfin, je veux dire, c'est Mmh. son métier. Moi, j'ai l'expertise de la conduite du changement. Elle, elle a l'expertise de l'écriture. Bien sûr. Elle sait ce qui va, donner de la puissance à une phrase, à un chapitre, à une partie. Elle connaît tout ça. Du coup, il y a ce petit côté: «Attends, c'est mon bébé là, pourquoi se dire mettre ton nez dedans?» Donc voilà et puis, bah, voilà, c'est pas évident, de reprendre ce qu'on a écrit, de le retransformer, de réintégrer, des retours. C'est difficile. Et donc comment tu as combattu ça alors? Tu as été un peu au forceps, Avec ouais, violence, en mode, discipline un en petit peu mode tous les machine. jours ou tout d'un coup? Non, Comment tu as tout d'un traité? coup. Tout d'un coup, ouais. Alors tout d'un coup, oui et non. Mais, en fait, je me bloquais des plages, de prise en compte, de ces retours, quoi. Mmh. Ouais, Mais pas j'ai toi, c'est opté, inscrit, voilà et mais j'ai ouais. préféré me bloquer, un week-end Mmh. que, 2 heures par-ci, 2 heures Oui. par-là. Parce que, après chacun fonctionne différemment, mais moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Mmh. Il me faut du temps OK. pour concentrer et donc si, je me ressors de ma bulle de concentration, 1 heure après, c'est terminé. J'attendais de la productivité et voilà, ça permet au moins de te focus une bonne fois pour toutes, être efficace. Exactement. OK, trop bien. Est-ce que tu as envie de partager un autre moment que tu as vécu, à travers le livre, particulièrement mémorable ou? Là, ça me vient pas à l'esprit. Il y a eu évidemment, la soirée de lancement, hier qui était, alors cet été puisque j'avais peur qu'il y ait personne. Mmh. Hem, et rétrospectivement, je trouve ça fou parce que quelque part, en fait, peu importe quoi. Mmh. C'était pas bien grave, s'il y avait eu personne. En tout cas, tant qu'il y a mes proches et en fait, s'il y avait du monde, mais il y avait surtout des gens que j'aime. Et avant que je fasse mon discours, d'ailleurs, j'ai une personne qui m'a dit: «Tu sais Camille, tu rien à craindre, c'est que des gens bienveillants dans cette salle». Et donc je me suis rendu compte que j'étais, au-delà d'Isabelle, que j'étais extrêmement bien entourée et ça, c'est hyper important. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que ça permet, ça fait pousser des ailes et ça permet vraiment de se porter quand on est bien entouré. Trop bien, un grand merci Camille. Merci Romain. Vraiment c'était hyper intéressant, et sur la conduite du changement et sur ta façon, d'écrire en fait. On va représenter une petite fois quand même Oui. le livre, si tu encore avec nous et franchement merci de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Donc Échec, programmé, Camille Capdeville, c'est forcément dans toutes les librairies, celles de ton choix, mais aussi bien sûr en ligne, Amazon, ou d'autres sites en ligne d'ailleurs, c'est partout. Donc bah, si tu es intéressé, fonce, on mettra bien sûr les liens, en épisode. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine pour un épisode. Ciao, ciao.